des idées géniales. Voilà. C'est fini. Comment c'est fini? Moi j'arrête pas d'avoir des idées. Alors est-ce que c'est des je sais pas, mais j'ai l'impression. La vieillesse, c'est un naufrage. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, écoute, je suis ravi de te recevoir, je suis ravi de te connaître, enfin de te connaître. Je ne te connais pas en fait. On s'est déjà croisés. On s'est que croisés. Oui, pour voir Saint-Michel. Et peut-être, ouais. Et à un moment, j'avais une velléité de venir avec toi sur Rungis. Tu m'as dit oui, oui, viens, il n'y a pas de problème, etc. Puis ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait, mais bon, sans être compagnon de route du tout, voilà, on se connaît un petit peu et je connaissais les qualités de ton travail parce que j'avais Lancery, j'avais Kelly, j'avais des gens pour me raconter. Voilà, bon, donc on va commencer un petit peu au début, en 1985-86. Tu as décidé de passer un concours de l'inspection du travail, alors tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, et puis après on avancera tranquillement sur tes premières expériences. Alors entre autres, il y a une chose qui me semble intéressante, c'est que on est juste après 1980, enfin juste après 81, donc se mettent en place les lois Auroux, le droit d'expression, WAF, les débuts de CHS, absolument, très principalement, et puis catastrophe pour une partie de nos collègues qui étaient là avant, c'est que en 86 disparaît l'autorisation de licenciement. Le 30 décembre, si je me souviens. Voilà, c'est le nouveau ministre du Travail, Seguin, qui supprime, et toute une série de nos collègues disent c'est la fin de l'inspection du travail. Parce que c'est comme ça qu'on tenait, je me rappelle de Ricochon, c'est comme ça qu'on tenait les employeurs, c'est qu'on pouvait leur faire du chantage, en leur disant si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, je vous refuse l'autorisation de licencier collectivement les salariés. Enfin, c'est comme ça que lui raisonnait, et je pense une partie de Villarmé. Bon, alors on commence en 85-86, donc pourquoi tu vas à l'inspection du travail? Enfin, tu te fais recruter, tu passes le concours d'inspecteur du travail, parce que ça c'est un métier très particulier. Oui, il est assez peu visible en fait. On ne dit pas je veux devenir inspecteur du travail comme on dit plus tard je voudrais être chauffeur d'autobus ou boulanger. Bon. Moi c'est venu, je dis souvent que c'est venu un peu naturellement, parce qu'en fait moi mon truc à moi, ce qui m'a formé, ce qui m'a formaté, c'est qu'à un moment j'ai voulu faire des études. Je voulais faire absolument des études, parce que c'était un peu le résultat de ma réflexion par rapport à mon milieu. Je suis immigré, enfin mes parents étaient immigrés, et j'ai vu les gens de mon milieu social se faire étrier. Et on s'est venu à me dire que là, quand on voulait être en société, quand on voulait comprendre un peu les choses, il fallait faire l'étude, il fallait aller à l'école. Voilà. Donc je suis parti là-dessus, adolescent, quoi. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire, d'abord, parce que c'est pas évident, et puis de choisir un peu dans ce qui se présentait, ce qui me plaisait le plus. Donc ça a été sciences sociales, c'était l'économie. Quand il a fallu choisir précisément une spécialité à l'université, c'était l'économie du travail. Donc, comme ça, je sais pas. Et puis, j'avais mon nez sur mon guidon, je faisais des choses qui me plaisaient, j'avançais. Et puis il y a eu une coupure qui m'a obligé à lever un peu la tête, c'était le service militaire. Je sais pas. Du coup, et donc ça m'a obligé à lever, à me dire bah, quand je finis ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Ou est-ce qu'il faut aller chercher un travail, voir ce que je peux. Et j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais faire avec ma maîtrise de sciences économiques, spécialisation, économie du travail et des ressources humaines. Et je me souviens, j'étais dans un centre d'orientation à Paris, je cherchais des petites fiches, il y avait la NPE, il y avait le CEREC, et puis je vois un truc, inspecteur du travail. Petite sorte de petite fiche comme ça. Et alors, ça m'a frappé tout de suite, parce que l'idée était de me dire, mais ça c'est un truc, le type il est dedans. La fiche elle disait, ce type-là il visite les entreprises, il s'assure que on applique bien le droit social. Et cette première idée, c'est ce qui m'a plu, c'est de dire, ça c'est du concret, c'est mon domaine, c'est ce que j'étudie, c'est ce que je connais, mais c'est du concret qui palpe là, tu vois. C'est pas ce qui me plaît aussi, mais moi j'étais dans le concept, dans l'abstraction, dans les grandes idées, dans la doctrine. Là je touchais le travail des gens, les rapports sociaux, machin. Alors j'ai quitté l'armée, j'ai pris une année d'études à l'université parce qu'il fallait me remettre en marche, et j'ai pris des cours d'histoire en ergonomie. J'ai préparé par à distance le concours, et
Et à la fin de l'année, j'ai eu mon année de DEA et le concours. Et là, j'ai choisi tout de suite, hein, entre aller au labo faire ma thèse ou prendre ce travail où on touchait. Je suis parti à l'INT. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'INT, naturellement, un peu par rapport à ça, par rapport à cette soif d'études des personnes. Et alors, l'origine sociale de tes parents, ils étaient immigrés depuis quand? Ils arrivaient... Ah, mes parents sont andalous, tous les deux. Moi, j'ai passé mon enfance en Espagne. J'ai appris à lire entre un crucifix à gauche et le portrait du général Franco à droite. Et mes parents ont émigré en France au début des années 70. J'avais 10 ans et demi à l'époque. Et j'avais 3 frangins. Et bon, mon père était handicapé, donc il n'a jamais pu trouver un travail. C'est ma mère qui fait les ménages, qui a fait vivre la famille. Donc c'est dans ce contexte-là, donc les gens que je voyais autour, je me fais ces réflexions, c'était des gens perdus, enfin ils ne comprenaient pas, c'était pas seulement le bagage de la langue, hein, c'est qu'ils n'avaient pas les outils pour comprendre le monde, pour se faire une idée sur les choses, pour nous raconter tout ce qu'on voulait. Et ça, je me suis dit, mais non, ça, le point commun de tous ces pauvres gens, c'est qu'ils n'ont pas été à l'école assez longtemps. C'est qu'on a fait partie. Et ils savaient lire? On leur avait appris à lire plus Ma mère et mon père étaient quasiment analphabètes. Ils pouvaient le lire un peu, mais ils n'écrivaient pas. C'est moi qui leur ai fait des lettres, par exemple. Et donc, ça, c'était ce qui m'a motivé au sens, tu vois, voilà, ce que je veux faire, c'est ça. Et tes 3 frères ont pu faire la même chose? Non, les frangins immigrés, c'est-à-dire ceux qui avaient un âge, sont arrivés avec moi. Il y en a un, il est mort aujourd'hui, et il a fait ouvrier du bâtiment, il était plombier. La deuxième était coiffeuse, puis après elle a travaillé dans des EHPAD. Et la toute dernière, enfin le tout dernier, lui il est parti à l'étranger, et c'est pour ça qu'il est prof aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc il y en a que 2 qui ont fait des études, qui ont pu faire des études. Oui, oui. Et puis une troisième qui est née en France après. D'accord. C'est la différence. Mais elle, je l'appelle pas l'émigré, parce qu'elle, elle était déjà... Mais elle a pu faire des études. Oui. Oui. Non, mais... Oui, oui, s'instruire, enfin, tu vois, pas seulement, voilà, oui. Non, mais il n'y a pas que toi qui as pu t'en sortir. Non. Moi, j'ai pu être le seul parmi les immigrés, c'est-à-dire parmi mes frangins immigrés, ceux qui avaient connu l'Espagne, tu vois. Ce qui était un peu pratique pour mes parents, parce que mes parents, mon père était connaissait beaucoup de bon sens, donc quand il avait un problème administratif quelconque, il appelait moi, et quand il avait un problème pratique quelconque, il appelait l'autre, le plombier, qui était... l'ouvrier, il était ce que moi j'étais intellectuel. C'était assez rigolo. Bon. Donc, tu arrives à l'INT, alors l'école de formation des inspecteurs du travail. L'INTEF. Donc ça se passe à côté de Lyon à l'époque déjà. Oui. On est à Marcy-l'Étoile, effectivement. Voilà, donc là tu rencontres toute une série de nouvelles personnes, et là tu commences à palper un peu de ce qu'est le travail et de ce qu'on attend de toi. Oui. Parce que aujourd'hui, enfin ça fait au moins une vingtaine d'années que l'Institut de formation est complètement... on n'a aucun rapport avec le boulot. Mais à l'époque, semble-t-il, tu avais véritablement été formé. Oui. Allez. Et au risque professionnel, et au contrat de travail, et aux conventions collectives, etc. etc. Je ne crois pas qu'on ait laissé beaucoup de blanc, entre guillemets, dans ce qui devait nous outiller, et on ne pouvait pas tout faire, mais ce qui devait nous outiller pour ensuite pouvoir se débrouiller et apprendre et aborder les choses, parce qu'on ne peut pas tout savoir et deviner. Y compris sur le plan même de la pratique professionnelle. Moi, j'étais effaré, ces dernières années, de dire que les gens jeunes arrivaient, inspecteurs élèves en stage, et qu'on ne savait pas si c'était une convention 81, ce qu'elle avait comme importance du point de vue de tes pratiques, de tes obligations, de tes droits. Bon. Donc non, j'étais très bien formé de ce côté-là. C'était 18 mois, et c'était 18 mois au métier de contrôle. Parce que plus tard, il y a aussi autre chose, c'est qu'on voulait former des inspecteurs élèves au métier de contrôle, mais aussi à autre chose, puisqu'il y en avait désormais qui allaient travailler dans le domaine de l'emploi, ou à l'animation territoriale, ou que sais-je. Et donc là, non, à mon époque, c'était 18 mois, métier de contrôle. Il y avait là que des gens destinés, ou pour lesquels le grade allait se confondre avec la fonction, si je puis dire, l'inspecteur qui inspectait. À l'époque, au travail, le transport, et il y avait aussi évidemment l'agriculture, c'était les trois départements en question. Et c'était une formation qui était faite pour la plupart des cas par des collègues qui intervenaient. J'ai vu Madame Hidalgo intervenir, André Cano, enfin des gens qui tenaient la route, qui à l'époque...
Et pourtant, ils étaient très jeunes dans le corps. Oui, c'était souvent des gens jeunes, mais qui avaient déjà une minimum d'expérience, et qui venaient encore enthousiastes, je puis dire. Ils venaient pas... Il y avait que je dire que dans les premières interventions, qu'on trouvait des gens déjà âgés, parce qu'ils venaient nous présenter la centrale, par exemple. Claude Chetcuiti venait présenter la centrale, même avec quelques souvenirs de son époque glorieuse inspecteur aussi, mais bon, c'était pas la même chose. Et cette formation, moi j'en ai gardé vraiment un bon souvenir, ce qu'elle valait, mais elle était également très pratique. Je me souviens qu'on a passé une semaine à Vendôme-les-Nancy, à l'INRS, à faire la législation machine, la réglementation machine, et à voir les machines qui étaient là-bas. On passait devant les machines une par une. Tu vois. On a passé également une semaine à Saint-Jean-de-Bray, à l'OPPBTP, pareil, avec des équipements, des bâtiments, le décret 65, le décret 77, voilà. Donc c'était des choses, oui, non, qui étaient pour le droit pénal, j'ai du droit pénal, si on avait besoin, j'ai du droit pénal du travail, puis après les exercices, les PV, les exercices. Non, je peux pas dire que j'ai eu, je me sentais moi en tout cas, hein, j'ai travaillé, hein, j'ai pas vu le truc passer, j'ai pas vu le train passer, j'ai travaillé, mais quand je suis arrivé à mon premier poste, je me sentais un peu à peu près évidemment, comme n'importe qui disant qu'est-ce qui va m'arriver, mais je me disais, bon, je peux aborder, je sais où aller chercher les choses s'il me manque, etc. Non, j'ai fait après, souvent, lorsque des jeunes arrivaient, ils me disaient, ah ben l'INT, non, j'ai pas fait ça, l'INT, je ne m'ai pas parlé de ça, non, qui découvraient des choses. J'ai vu des exercices donnés à l'INT, des exercices où on donnait un procès verbal sur la durée du travail, par exemple, et le procès verbal commençait par je suis saisi d'une plainte de monsieur machin, je vais faire le contrôle. À mon époque, on n'aurait jamais présenté un truc comme ça à l'INT. Et tu peux expliquer pourquoi? Parce que c'est pas que pour nous deux. Parce que les plaintes, c'est absolument confidentiel dans notre métier, et que ça fait partie du BABA. Et ce BABA-là, nous, on ne le paie pas. Les 25 bus qui étaient, enfin 24, c'était 25e, c'était 25 dans la promotion. C'est la première petite promotion, on va dire, de cette époque-là. Les 24 gus qui étaient avec moi savaient tous de le BABA, et dès le départ, on leur disait, voilà, une plainte, jamais, même sous la torture, un inspecteur du travail ne dévoile jamais qu'il y ait une plainte, ou même la source de sa plainte. Quand on arrivait dans l'entreprise et qu'on pouvait rentrer sans avertissement préalable, inopinément, de jour, mais également de nuit, si on avait un motif de penser que, les gens le savaient. Les autres ne savent pas. Il y avait une notion qui était évidente dans ce qui était notre culture, je prononçais le mot, hein, de 1986, qui n'était plus après, manifestement. Hein, des dernières années, quand je voyais des gens, en 2010, 2015, je voyais plus des gens arriver avec cette culture. Il y en avait, mais c'était pas aussi général que... Est-ce que vous avez eu des formations sur l'amiante? À l'époque, non, parce que l'amiante n'était pas un problème. À l'époque, on avait que le fameux réglementation 77, je me souviens, qui était le tribunal. On en a parlé comme ça, comme le plomb, très rapidement, machin, mais c'était pas du tout. L'amiante, on l'a vraiment découverte, tu sais, en 97, 96-97, quand on a pris. Et là, on a fait la vraie réglementation, on a commencé à monter les choses, on s'est aperçu qu'il y avait un léger problème, comme on dit dire. D'accord. Et le risque chimique? Il n'y avait pas grand-chose sur le risque chimique? On a eu, mais il n'y avait pas, oui, il n'était pas aussi développé là aussi qu'il a été développé ultérieurement pour des raisons, parce qu'on a découvert en marchant qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui venaient de ça, un tas de risques différés, comme on disait. Mais on avait également, je me souviens de cours sur les produits, les étiquetages des produits, des choses comme ça. Oui. On avait même, je me souviens, des pédagogues qui avaient fait des petits dessins en photocopie, comme si c'était une étiquette de produit dangereux, puis pour permettre d'aller recopier tout de suite ce qu'il y avait sur le truc, pour se faire des... Enfin, il y avait même des outils pédagogiques là-dessus. Non, c'était pas... J'ai pas le souvenir qu'on ait passé 15 jours, 3 semaines là-dessus, comme sur les PD. Hein, mais on a passé du temps. Et sur les procédures de licenciement de salariés protégés, vous en faisiez beaucoup? Oui, de mémoire, je te dirais. On avait 6 semaines sur ce qui était relations collectives, 6 semaines de cours, sur les comités d'entreprise, délégués du personnel, le CHSCT qui venait mettre le représentant des personnels, les licenciements. Donc là-dedans, je ne sais pas, je ne vais pas te dire de tête combien on va représenter, mais j'en ai fait, oui, j'en ai fait quelques-uns. Oui. Voilà. Et puis tu as fait ce qu'on appelait un stage ouvrier? Oui. Tu l'as fait où? J'ai été 3 semaines, si je me souviens bien, à Créteil, dans une usine d'embouteillage de vin. Enfin, de vin, c'est des spiritueux plutôt. C'était une usine Pernod. Donc, les Pernod, ils faisaient aussi de la Suze. Et donc, j'étais 3 semaines en embouteillage avec des ouvrières qui étaient essentiellement des ouvrières.
c'était assez intéressant aussi, c'était une population qui était particulière par rapport à ça. Oui, c'était des chaînes. Oui, c'était des chaînes de production de... J'ai gardé des souvenirs de là-dedans, une dame algérienne, je crois. C'était une chaîne, c'était des bouteilles qui allaient machin. Et la Suze, je ne sais pas si tu vois comment c'est une bouteille un peu allongée. Et là, une petite étiquette comme ça, en haut. Et donc, cette étiquette-là, elle est difficile à coller. Et il suffit que le degré d'hygrométrie un peu change dans la salle pour que l'étiquette se défasse, machin. Et alors, j'ai vu un truc horrible. Donc, quand ils avaient ce problème, ils appelaient une intérimaire, une dame, déjà 45-50 ans, cette femme, algérienne, si je me souviens bien. Et elle se mettait devant la chaîne, tu vois, les bouteilles qui arrivaient, et elle était comme ça, elle s'en va. Et elle faisait ça à longueur de journée. Cette pauvre femme, elle m'a laissé un souvenir. D'accord. Et bon, donc, c'était plutôt des gens bien payés, ou c'était vraiment déjà le SMIC, ou c'était parce que c'était une entreprise relativement cotée qui faisait un fric fou par ailleurs, enfin pas par ailleurs, c'était relativement bien payé peut-être. C'était à l'origine même, il fallait produire un petit mémoire après ce stage, et c'est même à l'origine de ce que j'avais, c'est sur que j'avais focalisé les choses, c'est que c'est une entreprise qui était très profitable, et qui payait relativement bien, on va dire, et qui avait en plus un mec qui ajoutait à ça, qui abondait sur de l'intéressement. Donc il y avait... et l'entreprise à l'époque où j'étais là-bas essayait de vendre aux gens de la chaîne l'idée d'une modulation des horaires. Et les gens, entre guillemets, se sont vendus avec l'argument, ou ont vendu ça, avec l'argument, si on ne fait pas ça, on va avoir moins de bénéfices à la fin de l'année, moins d'intéressement, machin. Ça avait été l'échange, parce que c'est aussi l'inconvénient, c'est que les entreprises qui arrosent bien habituent les gens peut-être à l'arrosage. Et donc du coup, ils ne voient plus trop dans quoi ils mettent un peu les pieds. Parce que, et là, ils ne voyaient pas trop qu'ils mettaient les pieds dans un système un peu compliqué pour leur vie tous les jours, parce qu'il fallait les horaires échanger, etc. Mais c'était prévu par la loi, ça, déjà, à cette époque-là. Oui. C'était des gens qui devaient être dans les... Je ne sais plus. Je sais plus peut-être comment ils avaient arrangé ça. Mais c'était plus la fameuse loi d'Elbar ou le décret d'Elbar? Alors d'Elbar c'est plus tard, c'est 88 si je me souviens bien. C'était plus tard, mais on était déjà dans les créneaux là-dedans. Et je ne sais plus du tout comment ils avaient goupillé ça eux. Je ne sais plus. Mais ils avaient vendu ça à l'époque. Je pourrais peut-être essayer de retrouver un jour, mais je vais encore avoir mon vieux mémoire quelque part. Et il y avait du travail de nuit? Ouais, il y a du travail de nuit. Ça a été très bien parce que ça m'a entraîné pour la suite. On a fait beaucoup de travail de nuit pour des raisons un peu historiques du secteur où j'étais. D'accord. Mais c'était sur le fait que tu contestais qu'ils travaillent la nuit, par exemple? Non, en tant que tel, non. Eux, si tu veux, ils étaient dans un monde ouvrier, ces femmes, mais encore, je veux dire, presque confortable. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils avaient une population de femmes, parce qu'ils avaient un horaire qui était un horaire, on va dire, standard. Tu vois. Et l'enjeu pour la boîte, pour eux, c'est d'arriver à faire un horaire pas du tout standard, qui allait pouvoir changer en fonction des flux, etc. Et donc, il y a une partie de ce que ces femmes prenaient comme contrainte de femmes, la famille, etc., qui allait commencer à être problématique. Tu vois. Mais ça, ils l'ont pas vu. Enfin, ils ont vu, attention, on va perdre du fric, etc. Bon, ce qui se comprend à un certain point de vue, mais ce qui est aussi une manière de piéger un peu les gens. Bah c'est ou bonnes conditions de travail, ou salaire, quoi. Oui, c'est ça. Tu payes par les primes les mauvaises conditions de travail. Donc, voilà, ça fait un peu marcher de dupe, mais enfin, après chacun. Hein. Bah oui. Bon, on est dans un contexte politique assez particulier, 85-86. Alors, et à l'inspection du travail, et dans le monde politique, puisqu'il y a eu les lois Auroux qui viennent de... Enfin, le monde politique, dans le monde du travail avec les lois Auroux. Ouais. Donc, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'âge d'or de l'inspection du travail, excepté après 81, où il y a d'abord des effectifs supplémentaires, qu'il y a des lois qui sont relativement intéressantes, avec une apothéose, entre guillemets, avec le centenaire de 92. Et qu'après, l'inspection n'est plus
n'est plus considéré, quoi. Considéré par l'administration du travail, oui. par le ministre du Travail, Oui. donc par les gouvernements, etc. etc. Oui. Oui. Tu peux expliquer un petit peu cet élan parce qu'il y a eu des gros recrutements, par exemple, après... Oui, juste avant moi. C'était juste Voilà. cette période-là. C'est pour ça que, et même des contrôleurs du travail. et c'est pour ça que je suis d'accord sur la première phase de ton raisonnement. Oui, c'est un petit âge d'or, oui, par rapport certainement à ce qu'il avait précédé, ce qui allait ensuite continuer. S'arrêter en 92 après ou un peu avant, je ne sais pas. Mais je vais te dire pourquoi je te dis ça. Oui, c'était un âge d'or parce qu'on était encore, les choses ne se mettent pas en place en 24 heures, tu le sais, d'expérience. Hein, parce qu'on était encore sous l'effet des lois Auroux, tout ce qui s'était mis en place après 81, et tout ça petit peu faisait ses ronds, et puis des ronds, et puis des ronds, et puis donc on était encore en train de travailler là-dessus. Et donc on avait l'impression, on pouvait avoir l'impression à cette époque, quand on faisait ce métier, qu'on construisait quelque chose. Il y avait quelque chose qui se construisait avec tout ça. Le monde social avait manifestement évolué, tu parlais des droits d'expression collective, mais il y avait les CHSCT, c'était cool, on vient de parler des conditions de travail. Il y avait tout un renouvellement des droits des IEP, enfin des institutions privées personnelles à l'époque. Je ne parle pas des avancées en termes de congés payés ou de durée du travail. Il y avait vraiment, oui, on avait cette impression de construire quelque chose. Il y avait des grosses promotions, je crois de mémoire que en 82, il y avait même deux promotions, 82 bis, de 100 personnes. Et ma promotion, c'est 25. Celle d'avant, la 85, c'était une promotion de 72 personnes sélectionnées. Donc on était encore. Donc pour les recrutements, c'est fini en 86. Entre 86 et 92, grosso modo, les recrutements d'inspecteurs, j'ai me souviens même de promotion de 12 personnes. Et ça a été réimpulsé début 90, mais parce que là, on a mis aussi un plan exceptionnel de recrutement de contrôleurs. Donc, on est passé en inspecteur. On a commencé à faire des ITHS, des inspecteurs qui travaillent hors section. Donc c'est parti un peu dans d'autres solutions. Mais c'est vrai que donc avant 86, oui, pour le recrutement, et certainement après, enfin 87, 88, on construit. Quand j'ai trouvé mon premier bureau d'inspecteur, j'ai trouvé 2-3 courriers qui étaient en retard parce que ce qui est arrivé pendant que je n'étais pas là, alors que la précédente personne était déjà partie. Et puis j'ai trouvé 10 fiches roses, de même mémoire, qui étaient chacune destinées à une enquête d'une entreprise sur la manière dont ils s'acquittaient de leur obligation annuelle de négocier, sur les salaires et les travail. C'était encore en plein dedans, il fallait encore vérifier que tout ça avançait, etc. Alors, le résultat pouvait être exécrable, mais on nous demandait encore, tu vois, les lois en roue de venir chercher ce qui se passait, de s'assurer que ça se mettait en place, etc. Donc oui, on était vraiment... C'était agréable d'arriver à ce moment-là, je pense. C'était agréable, oui. Pour les gens un peu convaincus, qui aimaient bien, ça. Alors dans ta promotion, pour les gens un peu convaincus, tu dis. Oui. Donc c'était des gens qui étaient recrutés, qui étaient convaincus, qui étaient... À mon avis, Parce qu'après, ils ont été moins convaincus pour une partie d'entre eux. Mais... Dans ma mémoire, je pense que mes collègues n'étaient pas là par hasard. Après, j'ai vu des gens, y compris des gens de très bonne qualité, où je me disais, oui, ce sont des gens, ils sont arrivés là, fonctionnaires, mais pas fonctionnaires de l'inspection du travail. Ils sont là parce qu'ils cherchent un travail dans les sciences sociales. Ils sont fonctionnaires, ils sont inspecteurs pas par hasard, parce que ça veut tout dire. J'essaie de développer cette idée. Il y avait des choses très éparses à l'origine, à mon avis, de ça, mais tu voyais bien que ce n'était pas le cas. Tu avais d'abord 2/3 de l'effectif de la promotion étaient des cyclistes. Donc des gens qui avaient fait le cycle, des contrôleurs. Donc la plupart d'entre eux avaient déjà de l'exercice. Donc des gens qui connaissaient déjà. Donc s'ils n'auraient pas passé le métier d'inspecteur, s'ils ne se connaissaient pas, s'ils n'avaient pas tout. Dans les 8, un tiers, grosso modo, de la promotion qui étaient des vrais externes, au nombre desquels je participais, il y avait la majorité des juristes, à part moi, j'étais un économiste de formation. Mais dans les 2/3 des cyclistes,
tu trouvais de tout. Des biologistes, des physiciens, enfin il y en avait un physicien qui avait fait de la biologie, même un théologien, il fait de la théologie, c'était un machin. Et tous ces gens étaient pour certains, en plus, des gens, tu voyais qu'ils étaient militants. Hein. C'était essentiellement pour le syndicat, la CFDT, qui était à l'époque, je pense à Terrier, je pense à Paul Ramaker, en plus des gens impressionnants, parce que tu voyais qu'ils avaient et le bagage et la façon de faire, de l'expérience déjà, tu vois, pour faire les choses. Et donc tout ce monde-là était dans une culture, tu vois, où c'était l'évidence, si tu veux, ben voilà, que personne ne m'aurait jamais dit comme toi à l'époque. Mais développe pourquoi c'est bête de marquer, j'ai un monsieur machin qui vient me voir, il se plaint et je fais un contrôle, tu vois. Là. Voilà, tous ces gens-là étaient... et c'était la première petite promotion, donc après l'époque que tu évoquais. Avant 72 et nous on était 25. Et là-dedans, tous les gens sont partis à l'époque en section, on partait. Alors après, chacun a fait sa carrière, certains ont fait des belles carrières, je pense à Laurent Duboeuf, mais tous ces gens pour moi sont partis, et il y a encore des gens qui le font, Madame Rambaud est encore au travail à Paris. François Rambaud est encore au travail. Il faut dire que bon, c'était des gens qui étaient convaincus. Après, je suppose que certains ont fait leur carrière et leur vie, c'est la norme, mais d'autres ont peut-être été usés, sont partis avant le terme, hein. Oui, c'est probable aussi. Hein. Mais quand on était dans cette salle, parce qu'on ne remplissait même pas l'amphi, donc on était dans une grande salle en rond, quand on remplissait cette salle, il y avait, on sentait tu vois, qu'il y avait la fumée au milieu, tu vois, du rond, et que voilà, cette fumée-là, c'était pas n'importe quoi. Oui. Bon, je voudrais que tu me développes deux sujets, sur les lois, parce que la liberté d'expression et le droit, plus exactement le droit d'expression, une idée qui était contestée par certaines confédérations, qui avait été poussée par la CFDT à cette époque-là pour remplacer, entre guillemets, ce qu'ils avaient dit dans les années précédentes sur l'autogestion. Hein, donc ils avaient trouvé cette liberté d'expression. Moi j'ai retrouvé une série de textes de l'époque ou de série de bilans de l'époque. Et 10, 12, 15 ans plus tard, plus rien du tout. Mais quand même signé 11 000 accords ou 14 000 accords dans les premières années. Et ça s'est totalement évaporé. Et j'ai jamais vu, dans ma carrière, je suis arrivé en 1994, j'ai jamais vu un accord appliqué. Alors, bon, tu as vu monter ce genre de choses, tu as vu un petit peu, tu as eu des expériences dans certaines boîtes. C'était dans les entreprises de plus de 200, non? Je ne me rappelle plus. 50? Je ne me rappelle plus. 50. 50. Même des grosses PME. Mais 50, même de mémoire, jamais même imaginé qu'une entreprise de 55 ou 60 salariés soit au point là-dessus. C'est pas ça. C'est des plus grosses entreprises, oui, ou des bonnes grosses PME. Moi, j'avais un terreau sur mon premier poste, c'était en province, une province perdue un peu. J'avais un terreau, j'avais pas de très très grosses entreprises, j'en avais une ou deux. Enfin, et donc là-dedans, oui, on en parlait un peu, machin. Mais ça s'est vite défait. Parce que je me suis en discussion avec des gens qui me disaient, mais les gens, ils viennent, on leur dit, vous pouvez parler, vous pouvez dire ce qui vous paraît utile, important, machin. Mais il y a le chef qui est là. Et donc, voilà. Et donc ça bloquait des rares endroits où les gens avaient un petit peu avancé là-dessus. Donc c'est tombé très facilement des études, et autant plus facilement que je me souviens qu'après, la centrale ne nous demandait plus rien là-dessus. Il y a des choses où elles commencent à se perdre, ne sont pas forcément bien rentables. De temps en temps, on me dit, on peut passer mal les difficultés. J'ai regardé 10 entreprises à hasard pour voir un petit peu comment. On me demandait effectivement comme si on avait tiré une croix là-dessus. Et donc, j'ai jamais vu vraiment fonctionner ça. Je me souviens d'une autre entreprise où j'ai abordé le sujet comme ça, et le peu qu'ils avaient fait, c'était vite tombé à l'eau à cause de ça. À cause de ce qu'ils décrivaient comme étant une difficulté pour les gens, être devant les chefs. Ça s'est curieusement passé, je me souviens, chez nous, chez les inspecteurs du travail, une fois, où on se disait, mais pourquoi les collègues ne peuvent pas se voir dans une réunion professionnelle et dire les difficultés qu'ils ont. Voilà. Mais oui, les gens, facilement, ils n'avaient pas facilement se délier devant la hiérarchie. Et donc, on a essayé presque de forcer notre hiérarchie à nous, à dire, foutez-nous la paix pour ça, qu'on soit entre nous, parce que les gens vivront plus facilement leurs difficultés, etc.
Bon, c'était un peu le même problématique qui se posait pour l'expression dans les collectifs ouvriers ou d'employés à l'époque. Hein. Ouais. Donc, plouf. Plouf. Mais très rapidement. Gros plouf, oui, gros plouf et très rapidement. Et moi, quand j'ai commencé 86-87, donc, j'ai un ou deux cas, donc on est en 87-88, et mais un ou deux cas, c'est mon poste de province. J'ai quitté en 90, là. Donc tu vois, c'était fini. Hein. Là, c'était fini. Ouais, bon, d'accord. Le peu jeune. Alors, par contre, les CHS. Les CHS, ça par contre, ça montait bien. Ça montait bien. Je t'ai dit qu'une des premières choses que je... Ton premier CHS, par exemple. Premier CHS c'était Si tu t'en souviens. Le premier CHS c'était, je l'ai raté. Mais je vais t'expliquer parce que c'était... Mais on avait aussi un truc, c'est quand même un peu compliqué parce que quand tu remplaçais un collègue sur un poste, l'administration ne prévoyait jamais qu'il y ait une semaine de tuilage pour qu'on te passe les choses et les machins. Et donc, la collègue ne m'a pas passé une information qui était utile. C'est que c'était une entreprise, elle était donc, pour te donner un peu le critère, c'est une entreprise de la métallurgie, je ne sais plus ce qu'ils faisaient comme pièces, machin. 130 personnes à peu près, perdues dans un bled paumé, au fin fond de la Marne, à 70 km du chef-lieu. Et ils faisaient leur CHSCT le vendredi matin, 7h30 du matin. C'est ce qu'ils affichaient. Et donc, moi je me suis planté, je me suis venu un jour, si tu veux, où c'était pas le bon jour. Avant que je comprenne, ça a pris des mois, qu'en fait ils faisaient ça parce que ils avaient remarqué que ma prédécessrice, dans le poste d'inspecteur, avait sa permanence tous les vendredis matins. Et donc ils faisaient exprès. Parce qu'ils étaient sûrs de ne pas l'avoir. Donc au bout de 2 ans, bon, j'ai mis une bonne année avant de rattraper mon truc, je me dis, ah mais là, j'ai fait ça. Un an et demi, je dirais. Au bout d'un an et demi, quand j'ai vu le truc machin, je me suis organisé une petite descente chez les boulangers du coin, parce que je travaillais beaucoup sur les apprentis la nuit. Et je me dis comme ça, quand j'ai fini à 6h, c'est pas 6h et plus d'infraction pour aller aussi boulanger. Quand j'ai fini en boulot à 6h, je ne serais pas loin, je m'installe devant la porte et à 7h30, je vais au CHSCT. Alors c'est le premier raté, mais ça c'est ma session de rattrapage que je te raconte. Et je me présente et puis comme j'étais déjà un peu réfléchi et un peu rusé pour les choses, je ne suis pas rentré à 7h30 dans l'usine, je suis rentré à 8h20. Je suis où est la salle du CHSCT. Et donc je vais vers la salle, et comme j'arrivais vers la salle, les gens ils sortaient. Et en fait, ce qu'il faisait, j'ai retour reconstitué après, ce qu'il faisait, c'est qu'ils mettaient ça, ils étaient à peu près sûrs que j'inspectais du travail. Voilà. 7h30 du mat, 110 km de là. Et puis, ils se réunissaient, puis sur le bout de carré, ils voyaient que c'était effectivement ça, ils se tiraient, puis c'était réglé. Et donc ce jour-là, le CHSCT a dû durer 8 heures, 5 heures à peu près. C'est terminé vers 13h, 13h30. C'est bon, il n'y avait pas de quoi faire 5 heures, mais j'ai fait exprès. Tu vas te passer pendant 5 heures dans chaque machine, on va pas te pousser à la derrière, machin. Ça c'est le premier CHSCT dont je me souviens. Et à l'époque, oui, c'était quelque chose qui montait. Une des premières choses que j'ai faites, pour te parler de première en CHSCT, c'est à peine arrivé sur mon poste, c'était de faire à la secrétaire un petit tableau chronologique avec le nom des entreprises et les trimestres. Et noter là-bas, chaque fois qu'on recevait une invitation trimestrielle. Ce qui faisait qu'au bout d'un certain temps, tu prenais la fiche et tu voyais tout de suite où il y avait les blancs. Tu vois, tu détectais tout de suite. Un par un, c'est comme aux dernières réunions, c'est comme à chaque fois. Mais c'est parce que c'était quelque chose qui montait. Et qui est devenu au fil du temps quelque chose, enfin, un outil intéressant. Peut-être trop intéressant, parce que il s'est fait un peu dessouder en 2017. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Mais tu te sentais utile dans ces CHS? Oui. Il y avait, alors, avec l'expérience, après, au début, pas toujours, mais avec l'expérience, je me disais, il ne faut pas faire n'importe quel CHSCT. Voilà, je ne mets là pas mon clopin machin. C'est que j'en visais un et je revenais. Celui était intéressant, tu vois, j'en revenais machin. Et puis, il y avait ceux pour lesquels ils devaient apprendre. Mais il y en avait d'autres où je n'allais pas du tout, parce que je savais que j'avais des mecs qui tenaient la route, et qui des fois allaient faire passer en CHSCT des combats. Bon. Mais je les ciblais comme ça.
le CHSCT débutant, j'ai dit les voix sont pas bons, machin, etc. Et là, le CHSCT qui fonctionne un petit peu, je reviens régulièrement pour ça. Et bon, ça, quand tu as ton exercice de près, tu le fais un peu facilement, si je puis dire. Il ne faut pas avoir non plus 180 entreprises de plus de 50 avec les CHSCT. C'était le cas sur mon secteur après. Là, ça allait à peu près. Et je les faisais. Mais c'était encore la vague de 81 qui était là. Et il y avait des équipes formées. Oui. Ça, c'était intéressant. Oui. Ça, les histoires de négociation, annuelles obligatoires, je me souviens, on en faisait même, enfin, ils bossaient dessus, contrairement aux droits d'expression. Hein. On demandait, allez voir ce qui se passe. D'accord. Bon. Donc tu te sentais formé pour te permettre de faire tout ce genre de choses. Oui. Et pour les chantiers, pareil. Oui, les chantiers, pareil. Les chantiers, j'avais fait... alors, on avait eu des cours à l'INT. On avait été une semaine à l'OPP-BTP. Et pendant les stages, j'avais eu des gens qui aimaient le bâtiment, donc je suis allé vers machin. Et par exemple, tu vois, sur le bâtiment... Quand on est dans la cambrousse un peu, je dis pas ça péjorativement, mais c'était la campagne perdue, là où j'étais, c'est le sud de la Marne, le sud-ouest de la Marne, c'est les champs de bataille, quoi, plus qu'autre chose. Les gens qui savent beaucoup de choses, c'est les brigades de gendarmerie, c'est dans la représentation locale, etc. Et donc j'ai commencé à lier un peu avec les gens au fur et à mesure des incidents avec les gendarmes, des liens, parce que souvent les choses fonctionnent avec des liens de personnes. Et donc je vais en venir à ça, j'aurais distribué, j'ai réussi à avoir une dizaine de petits livrets décrets 65 avec les petits dessins, tu sais, c'est vachement pédagogique ça. Et j'en ai distribué un par brigade de gendarmerie, en leur expliquant, et donc quand ils voyaient après l'échafaudage, puis il y a l'échafaudage, la page, allez, il y a le petit dessin, c'est pas bon. Et donc peut-être que la partie bâtiment, c'était quelque chose où j'étais à l'aise, et où en plus, bon, je bossais là-dessus. Ouais. D'accord. Bon, donc... J'allais ajouter juste un truc, c'est que c'était quand même plus facile à l'époque, quand à base, c'était le décret 65 qui avait été fait par des pros, qui était précis, qui machin. Tu travaillais avec ça, c'était presque trop facile. Travailler 20 ans après avec l'évaluation des risques, franchement. Oui, bon. Mais oui, alors est-ce qu'on aborde l'évaluation des risques maintenant? Non, je parlais ça pour te faire une différence, que c'était presque un plaisir de travailler avec des textes qui étaient clairs, performants. Des obligations de moyens. Voilà, clair, précis. Voilà. Hein, voilà. Moi je savais que la pente, c'était 15%, pas plus. Et si je voyais que c'est 16, c'est pas grave, mais ça me permettait de dire à quelqu'un, votre pente elle est trop haute. Voilà. Bon, c'était plus le cas après. Si oui, vous pouvez mettre des cordes, si, oui, d'accord. Mais, si l'évaluation des oui, donc il y avait toujours une appréciation, une discussion possible. Donc c'était moins facile de travailler. Non, c'était plus facile de travailler sous le décret 65 avec des textes comme ça qu'avec des textes ultérieurs, 20 ans après. Ouais. Mais alors, les relations avec la hiérarchie, les relations avec les collègues dans ces débuts-là. Alors toi, tu étais dans un petit département. Ouais. Parce que moi, par exemple, en 94-95, les contrôleurs du travail m'ont appris une partie du métier. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est vrai. C'est pas qu'ils t'apprennent le métier, tu sais quand même beaucoup de choses, qu'on n'a pas présenté. Mais il y a une partie de choses pratiques, d'expérimentation, de choses qu'ils ont expérimenté et toi tu n'as pas fait. Donc la petite protection sur telle machine, oui, ça, ils ont vu parce qu'ils ont éprouvé. Oui, donc tu apprends une partie. L'aspect physique de ton secteur, te montrer, attention là-bas, tu as une zone industrielle bizarre, voilà. Et ils le savent, toi tu ne le sais pas. C'est marrant parce qu'ils étaient formés sans avoir fait de stage. C'était l'expérience, ils n'avaient pas de formation, absolument pas du tout à l'époque. Ils n'avaient pas. Et à l'inverse, bon, moi j'en avais un en particulier, j'en ai eu d'autres après plus tard, mais Omar, j'en avais un qui était très demandeur. J'ai même filé au départ des CHSCT, parce qu'il souhaitait passer le concours et qu'il avait le bagage, tu vois, pour qu'il aille encore plus loin. Donc je filais des faciles, tu vois, et parce qu'il permettait de progresser aussi, etc. Mais oui, ils nous apprenaient une partie de ce métier par des pratiques, des choses pratiques. Hein, oui. Mais ça, c'est quand même très curieux. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur des postes, ils ne savent rien, ils connaissent un petit peu le droit du travail pour certains, mais pas du tout l'hygiène sécurité. Et au fur et à mesure, formation sur le tas avec d'autres collègues contrôleurs,
ils expérimentent des choses. Ils deviennent, ils commencent à acquérir une expérience, et même cette expérience, ils la donnent aux inspecteurs arrivants. Oui, j'ai pas souvenir d'avoir eu des difficultés là-dessus. C'est étonnant quand même. Hein. Oui, enfin, je pense que ça dépend aussi, on a dû aussi se trouver, certains collègues, ou je sais pas, devant des contrôleurs moins réceptifs, ou moins volontaires, ou moins à l'aise, le monde est très divers et c'est normal. Mais moi, ceux que j'ai connus étaient même contents de te dire, tiens, Diego, je vais te montrer, bon, et moi, j'étais pas suffisamment fier pour dire, je dis, oui, ça me prend quelque chose, ça je savais pas. Et à l'inverse, nous on avait un bagage, je pense, par rapport à les gens qui n'avaient jamais eu de formation. Bon, des petits tours pour que ton PV soit pas prescrit, machin, etc. Moi je savais les faire, eux ils n'avaient pas la formation pour ça. Répète. Je dis, tu vas trop vite. Un petit tour, si tu veux, juste parce que tu as du droit en tête, pour faire que ton PV soit pas prescrit, parce que tu ne prends pas telle infraction, le contrôleur n'avait pas ce bagage pour ça. Pour dire, tu veux qu'on ne pouvait pas dire qu'ils apprenaient tout le métier, mais ils apprenaient des choses, oui, qu'ils avaient appris eux par l'expérience, si je puis dire. Oui, tout en contrôlant que des petites entreprises. Oui, sauf le cas, je dis, le cas qui était volontaire. Autrement, je leur disais pas, tu vas le faire. Mais s'il était volontaire, je disais, je vais te trouver des CHSCT, pas trop compliqué, tu ne te fasses pas étrier, puis tu vas, c'est à toi. Et alors, les relations avec la hiérarchie? Avec la hiérarchie, alors moi j'étais très seul, donc j'avais presque plus de contact avec mes contrôleurs, j'en avais naturellement. C'était en fait sur un site détaché où il y avait 2 sections. Et quand je suis arrivé, l'autre inspecteur est parti. Donc je me suis retrouvé avec 2 sections pendant 8-9 mois avant que le collègue arrive. Et donc sur chaque section, il y avait un contrôleur. Et donc c'est avec eux que j'ai commencé et que j'ai appris un tas de choses. Et j'avais un autre site qui était à Reims, où il y avait 3 sections. Alors là-bas, moi je faisais souvent, tu sais, dans ce département de la Marne, on était 5 inspecteurs élèves à être nommés sur les 25 de la promotion. C'est pour dire que... Donc ça veut dire qu'il y en avait un à Chalon-sur-Marne, il y en avait un à Reims, il y en avait un à l'agriculture, il y en avait un au transport. Et donc ça permettait des relations très faciles, parce que si tu veux comment on se connaissait, c'était facile, de se passer des coups de téléphone. Et donc, de ce côté-là, les relations, c'était facile. Et moi, ça me manquait, parce que moi, j'avais pas un collègue. Ce qui me manquait le plus, c'était ça, de ne pas avoir un collègue inspecteur pas loin, à qui dire, t'as déjà vu ça, voilà. Parce qu'au moins, je dis, s'il te disait, non, ça, je ne connais pas, ça te confortait dans l'idée, j'ai pas loupé un truc, tu vois, voilà. Et ça, je me souviens, Villeboeuf, qui était à Reims, me disait souvent, oui, j'étais content, parce qu'il avait lu avec lui, Dominique Ledemey, qui était un vieil inspecteur, un peu chevronné, comme on dit, et qui pouvait lui dire, non, t'inquiète pas, ça c'est pas grave, aux arbres, fais gaffe, moi non, j'étais un petit peu seul, donc il y a des fois où je me suis fait des angoisses, mais qu'est-ce que je loupe, tu vois. Bon, mais j'avais des bonnes relations avec ces contrôleurs, et les secrétaires étaient de vieilles dames du coin, des braves dont je pouvais être quasiment lui le fils, quasiment, tu vois. Bon, et après la hiérarchie, et qui connaissait le code du travail pour partir, enfin le contrat de travail. Oui, ils savaient des choses, ils n'étaient pas ignares, oui, c'est vrai. Et même plus tard, j'ai eu des secrétaires comme ça, qui, pareil, te maîtrisaient ça, et donc ça m'en faisait un petit service de renseignement, il y avait un petit tour de contrôle, parce que, et savaient en renseignant les gens, dire, ah Diego, le type qui a appelé ce matin, il est d'une entreprise qui t'a verbalisé l'année dernière. Et donc, si tu veux, oui, c'est des gens qui savaient des choses. Et après, le dernier aspect, la hiérarchie, non, j'ai pas été embêté, on va dire, par ma hiérarchie. Il faisait son travail, moi je faisais bien, mais j'ai dû souvent ruser un peu, parce qu'il était trop prudent pour moi à certains moments, tu vois. Bon, alors c'était pas bien méchant, mais je venais dans le bureau de mon directeur départemental avec le PMA, comme je savais qu'il allait me faire des 000 trucs bêtes, parce que c'était pas le contrôle que j'attendais, moi j'attendais quelqu'un qui soit très sérieux, qui soit très bon en droit, qui puisse me dire tu t'es planté là-dessus. Là, c'était pas ça, et il était très moyen, enfin en sens technique, et il avait, lui, des demandes de ce texte qui allait à côté, qui allait me freiner, donc j'essayais parfois de ruser. Et c'est vrai que je suis arrivé parfois devant lui en disant, voilà, j'ai mon procès verbal, s'il le mois vite, j'ai rendez-vous avec le procureur à 11h30. Tu vois, pour qu'il n'ait pas le temps de tout, voilà, et machin. Bon. Et ça faisait aucun problème, hein. Le truc partait, il était condamné, voilà. Mais j'étais obligé de, voilà, par rapport à ces relations, parce que j'avais pas des gens hyper performants, machin,
comme j'aurais voulu avoir CG plus tard. Quelqu'un au-dessus de moi qui réalise mon PV, qui me dit t'es planté là, machin. Mais là, c'était pas le cas. Et sinon, j'avais de très bonnes relations. D'autant plus qu'ils étaient contents qu'on soit là. C'était des postes. Mon poste, mon directeur départemental appelait ça l'annexe de l'INT. Parce qu'il voyait débouler tous les 3 ans un inspecteur qui venait de l'INT, qui repartait, qui était un peu... Donc ils étaient contents de nous avoir. Non. D'accord, donc pas de désillusion non, non, c'était... Je me sentais un peu seul. Voilà, je me sentais un peu seul, mais parce que il y a tout ce contexte. Et moi, j'ai toujours aimé travailler un petit peu en bande, quoi. On faisait des super cool, quoi. Je me souviens de gens... là, comment on se connaissait. Comment on se connaissait, c'est plus facile de passer des coups de fil de Reims à Chalon, parce que c'était la même promo. Mais t'allais envoyer débouler les gens, ça s'appelait comment? Techniciens sans frontières. Des gens qui s'appelaient Techniciens sans frontières. Oui, en fait, ils vendaient de la manœuvre à droite à gauche, quoi. Et Villebeuf apprend qu'ils ont déboulé à Reims, ils se promènent là-bas, enfin bref. Il va les voir un jour, très gentil, avec le toit jusque-là. Et sur le bureau, il voit les noms des boîtes clientes, il n'y a rien, quoi. Le téléphone, voilà. Et on fait l'affaire ensemble. Voilà, ça, j'aimais bien, tu vois, faire des choses comme ça. Alors, mais c'était très rare à cause de ça. Là, je les faisais parce que j'avais un collègue de promotion à tel endroit, un autre, ou les transports, ou c'était les vendanges, et l'agriculture. C'était un collègue de promotion, tu vois. Mais d'une façon générale, c'était un poste où j'étais relativement isolé. J'étais pas dans un endroit où tu as quelques collègues autour, tu les embarques sur un truc ou ils t'embarquent sur un truc. C'est beaucoup plus sympa. Oui, oui, et il n'y avait pas de mail? Non, il n'y avait pas de mail. Non, il n'y a pas de... Les gens auraient du mal aujourd'hui, tu sais, oui, ils auraient du mal aujourd'hui à se rendre compte de ce qu'était la vie de nomade à l'époque. Et je ne te parle pas de 1915, parce que faisaient les mecs à vélo. Bon, mais moi qui avais un secteur très étendu, il y avait des jours où je disais à ma secrétaire, Madame Poulour, pour ne pas le nommer, à 14h je serais à tel endroit. Parce que ça permettait, si par hasard il y avait un gros copain, qu'elle puisse me prévenir lorsque je rentrais dans la boîte. Et ça m'est arrivé, de rentrer dans la boîte, bonjour madame, le petit travail, ah il y a votre secrétaire qui vient d'appeler, il faut que vous appelez tout de suite la gendarmerie. Et ça m'est arrivé, en général c'est le vendredi quand tu as le week-end où tu peux rentrer chez toi, tu vois, de faire ma tournée, de faire 150 bornes en général. J'essaie de réduire, de savoir les choses, mais les 150 bornes c'était pas rare, de revenir au bureau et qu'au bureau on me dise la gendarmerie de Dormant vient d'appeler. Et de repartir 60 km plus loin, machin, vendredi soir, tu vois, parce qu'il y a une accident grave, mortel. Voilà. On s'est posé, oui, tout ça c'est parce qu'aujourd'hui, tu passes le coup de téléphone tout de suite, tu passes le SMS tout de suite, et dans l'instant, mais à l'époque, oui, c'est vrai que c'était de l'exercice. Hein. Ouais. Oui, mais ça fonctionnait pas plus mal. Non, non, il fallait t'organiser aussi. Moi, elles avaient toujours un repère lorsque je partais comme ça, elles avaient toujours un repère dans la journée où elles pouvaient me le... Parce que, évidemment, je leur disais... personne ne doit savoir qu'à 14h, je suis à tel endroit. C'est absolument personne ne sait. Voilà. Mais ils savaient. Et donc à ce moment-là, ils m'appelaient au secrétariat de la boîte machin. D'accord. Et jamais tu n'as pensé que pour faire des contrôles, il faudrait être deux? Si. Et il y a même certains, j'ai fait à plusieurs, exprès. Oui. Oui, exprès. On est quand même le seul corps de contrôle qui travaille tout seul. Oui, c'est vrai. C'est le petit mec tout seul, oui, tout seul. Et des fois... J'ai réalisé après, on me l'a dit après, je me suis baladé des nuits entières dans le marché de Rungis, à 3h du matin. Après on m'a dit, oui c'était peut-être un peu dangereux, machin. Oui c'est vrai, mais bon là j'étais seul à 3h du matin à pouvoir bouger, faire. Bon. Mais il y a des choses pour lesquelles j'ai réussi lorsque je le pouvais, pris d'autres, parce que c'était un moyen d'efficacité pour le contrôle. Moi quand tu es tout seul, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton dos. Bien sûr. Hein. Le nombre de fois où j'ai laissé rentrer mon contrôleur, j'étais à la porte de derrière. Il faut deux, parce que bien sûr qu'il y a quelqu'un qui va partir par derrière. Bon, ça oui, je l'ai fait 1000 fois. Bon, le truc le plus marrant qui peut arriver, presque, tu vois, c'est, je me souviens quand même de chantier. Je me mets en dehors du chantier, où je peux le voir, je peux voir à travers la grille, je vois le chantier, machin. Et mes deux contrôleurs font leur entrée sur le chantier. Tu rigoles, tu vois tout ce monde s'exciter, tu vois, les gens partir, il y en a plus. Donc, parce que tu veux, c'est normal, tu es tout seul, un tas de choses vont t'échapper, bon. Si tu es à plusieurs, que tu as mis le bon endroit, le bon machin, tu t'emploies mieux les choses, évidemment, oui.
oui. Je te raconterai encore des anecdotes. Je me souviens quand on avait mis au point, à force d'en faire, on était très au point. Quand le collègue inspecteur est arrivé à Chalon sur ce deuxième poste qui restait vacant, il a embrayé avec moi sur ce que c'est un contrôleur qui nous a mis là-dessus, sur le travail de nuit dans les apprentis, chez les apprentis boulangers. On venait d'avoir le décret en 88. Et donc cet inspecteur, on a commencé à faire des boulangeries la nuit. On a préparé notre cours, parce qu'on était... Tu sais, à l'époque, comme tu dis, j'avais pas l'internet ou machin. On avait les fiches du service apprentissage de la direction départementale. Voilà, donc on allait chercher tous les maîtres d'apprentissage en boulangerie. On allait au CFA, et au CFA on disait donnez-nous le calendrier scolaire pour qu'on sache quand est-ce que les membres sont dans l'entreprise ou pas. Et à partir de là, contrôle systématique, entre 2h et 6h du mat, pour vérifier si le gamin est là ou pas. Et je vais revenir à ça, quand tu me parlais de contrôle à plusieurs, c'est qu'on en a fait tellement avec mon collègue. On a fait quasiment tous les deux secteurs qui nous concernent, et quasiment les 2 tiers des départements. Quand on a fait tellement qu'à la fin, le numéro était au point, il allait, dans le fournil, il allait interroger l'employeur, et moi j'avais la repète. Il faisait exprès que l'employeur voit la repète, et que la repète voit l'employeur. Tu vois? Pour que l'employeur, il est en train de tout raconter à l'inspecteur, j'interdis la vérité. Et comme ça, on tenait la vérité. Tu vois? On disait la vérité. Si on avait simplement interrogé l'employeur dans un coin, il aurait pu se dire, bah, la repète, il va rien dire, je sais pas quoi. Non, vous voyez que la repète est en train de se faire interroger en même temps. Et donc, si tu veux, tu as des choses, tu vois, où il faut être plusieurs. Ça, c'est un résultat que j'obtiens parce qu'on est plusieurs. Tu vois, dans le thème. Le nombre peut me donner aussi, par exemple, des occasions, pas seulement en contrôle, mais de ce qu'on fait aussi pour que le contrôle aille au-delà de ce qu'il est réellement. C'est qu'il impressionne les gens suffisamment pour qu'ils ne refassent pas des bêtises ou que les choses se fassent normalement. Il faut être plusieurs. Quand j'avais mes 2 contrôleurs sur le marché de Rungis, si tu veux, on s'est débrouillé. Lorsqu'on avait des entreprises, c'est arrivé, non, les documents ne sont pas là. Convocation au bureau avec les documents. Et on s'est débrouillé pour convoquer les gens des mêmes secteurs le même jour. Il fallait être plusieurs pour ça. Et comme ça, sur le banc des bureaux d'attente de l'inspection du travail, ils surveillaient entre eux les employeurs. Tu me dis? Et donc ils ne savaient pas, ah toi aussi, oui, moi aussi. Et ça, il fallait être plusieurs. Pour faire ça, pour faire porter au contrôle une influence plus qu'il n'avait en réalité, parce que vous n'avez toujours très pas. Mais après, dans l'après-midi, ou plutôt le lendemain matin, la nuit suivante, tout le marché du coin savait que. Il y avait 3 ou 4 qui étaient passés à la nolinette et qui étaient là. Il a passé un quart d'heure. Donc, non, le nombre est important, bien sûr. Et nous, c'est vrai que c'est le petit gars avec la serviette tout seul. Oui. C'est pas systématique, je ne pas systématiquement, il y a des cas où on peut être tout seul. Mais il y a beaucoup de cas, oui. L'efficacité du contrôle est en jeu, absolument. D'accord. Et alors la répression, alors les mises en demeure, la répression pénale à l'époque? La répression pénale, elle était, à mon avis, à un meilleur degré que ce que j'ai connu par la suite. Bon, on sait que dans les 30 dernières années, sous l'effet de la judiciarisation, les parquets sont 3 fois plus d'affaires qu'avant. Bref, ça a explosé. Donc, il y a une part qui peut se comprendre à partir de là, mais le résultat n'était pas du tout le même. Et puis bon, moi j'étais sur un petit parquet, donc il y avait 3 substituts, je pense. En plus, ce parquet, comme d'ailleurs la formation correctionnelle que j'avais, ça devait être des premiers postes, pour nous, inspecteurs du travail. Hein. Donc moi je me souviens d'une formation correctionnelle où le plus âgé, le juge, devait avoir 35 ans. Et c'est ce que j'ai connu de plus répressif de ma vie d'inspecteur. Le bureau, le juge et ses 2 assesseurs, la trentaine, à peine, un substitut du procureur, 28-30 ans, et un inspecteur du travail de 27 ans. Tu vois. Oui, c'était la période aussi de fort recrutement. Voilà. Et puis, comme on était dans un truc assez petit, c'était assez facile de se passer des coups de téléphone opérationnels. Les contacts avec la justice et mon directeur n'est pas très, mais opérationnellement parlant, j'ai jamais eu de soucis là-dessus, au contraire, hein, c'est facile. Et même de dire, ça m'est arrivé de dire au substitut, la veille de l'audience, j'ai revu M. Machin sur un chantier la semaine dernière. À l'audience, on me poserait la question de savoir si j'ai revu depuis le PV. Et donc ça ne le fait pas, à l'audience. Monsieur l'inspecteur, bon, cette entreprise a été en fausse, c'est manifeste, machin. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Ah bah oui, la semaine dernière, machin. Et c'était bien. Alors c'était une horreur encore. On de suggérer même des réponses, machin. Non, c'était. Là aussi, j'ai un souvenir. Après, c'est pas fantastique, hein, mais j'ai un souvenir correct, je veux dire, des relations qu'on avait avec le parquet, de la répression.
J'ai même vu des erreurs judiciaires, mais je n'ai pas dit. Mais bon, non, ça marchait pas trop mal, je dirais. Bon, donc là, tu as quelques enquêtes accidents du travail particulièrement pénibles à ces moments-là. Pénible, enfin, oui. Pénible, difficile, humainement catastrophique. Humainement, oui, il y en a des catastrophiques. Ouais. Puis bon, tu dis, on est dans des endroits un peu perdus, machin. Sur ce premier poste, il y en a une en particulier, celle-là. Ça se passe dans une entreprise de métallurgie. Ils font des belles pour les camions, les trucs comme ça, pour les machines agricoles. Et 125, 130 personnes, dans un petit chef-lieu de canton où il y a 3-4 entreprises de plus de 50. C'est ça qui fait vivre un peu la ville, 105 6 000 personnes. Et t'as ça, lui il est un peu à la sortie de la petite ville. T'as de la maroquinerie, je travaille pour le luxe à Paris, tu vois, on peut en la Cambrousse, mais c'est le luxe. Il y avait quoi encore? Il y avait de la partie encore vinicole, enfin, qui est en lien avec le champagne, tu avais les bouteilles, les muselets, les machins. Et donc il y avait 3-4 boîtes comme ça. Et dans celle-là, qui était une entreprise familiale, une grosse PME familiale. Et je te dis tout ça pour que tu vois le contexte, pour ce que je t'ai expliqué après. Donc un jour, il y a un accident. C'est un jeune bonhomme, il avait même pas 30 ans ce temps-là, il venait de se marier quasiment, je crois qu'il y avait un gamin. Et il s'est pris il s'était pris les mains dans une presse. On va faire l'emboutissage. Et donc j'étais fait à l'enquête, comme l'entreprise était en plus défavorablement connue des services, comme on dit, il y avait le dossier. À l'époque, on avait des beaux dossiers, et on remontait des années en arrière. Non, c'était perdu. Bon, j'ai fait l'enquête, et puis j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je l'ai aligné, enfin, il était condamné après. Mais je me souviens toujours de parler de choses un peu pénibles sur le plan humain ou remarquables. C'est le jeune homme en question, c'était jeune, il a à peine 30 ans, qui passe me voir quelques mois après pour le procès, pour que j'explique un peu comment faire avec son père, il était avec son père à sa fin. Et je le vois avec la main droite, c'était un moignon, et la main gauche, il est resté debout devant. Donc foutu à la vie. Et il dit voilà, je lui explique tout ce que je pouvais lui expliquer, je dis j'ai que votre avocat me contacte si besoin. Et 2-3 mois après, je me retrouve dans la même entreprise, et j'ai le chef d'entreprise qui me fait oh, il est revenu, ça y est, de son accident. Donc, vous savez, comme on est à la mairie, on lui a proposé un HLM à la mairie, machin, etc. Et il m'a fait presque gerber, les gars, parce que c'était pas sympa après ce qu'il avait subi là. Mais ça m'a obligé presque à chercher. Et j'ai cherché à la mairie, qui était au conseil municipal et qui avait l'office HLM en main. Et je me suis aperçu que tout ça était majoritairement le fait de gens qui étaient les dirigeants de mes grosses entreprises. En fait. Tu avais le directeur général, le DRH, c'était les conseillers municipaux à la mairie. Et j'ai dit, oh mon Dieu. Et voilà, le bled rural, machin, et les mecs qui tiennent le boulot, tiennent aussi le logement, tiennent aussi la mairie, tiennent aussi le machin. Et où t'as le pauvre mec qui arrive avec ses deux moyens. Voilà. Et tout ça parce que le poste n'était pas quand même préparé, c'était des évidences même, tu vois. C'était des presses pliantes. Les données. Voilà, je trouve pas sympa. Donc là, après, tu arrives sur la région parisienne? Ouais, j'ai fait mes 3 ans quasiment, comme d'usage, parce que l'administration c'est partout en France, donc il fallait bien faire. Et j'ai demandé à revenir sur la région parisienne, où j'étais entre guillemets originaire, enfin, je viens d'Espagne, mais j'habitais la région parisienne à l'origine. Et je me retrouve donc sur la section, alors sur un site il y avait 2 sections détachées, une qui avait le marché d'Arangis et tout autour, et l'autre qui avait la partie qui monte vers Paris, dans le Val-de-Marne. L'ancienne section de Madame Hidalgo. Donc ça, nous sommes là en 1990 et j'ai 29 ans. Ah oui, t'es encore jeune. Oui. La l'INT, je suis rentré, j'avais 24 ans.
Et j'ai été nommé sur mon premier poste à 26 ans. Donc j'ai fait mes 3 ans, j'arrive à 29 ans sur le marché. Et effectivement, ils étaient tous très contents de me voir jeune. Parce qu'un homme jeune, sans enfant, c'était l'idéal pour aller faire les nuits à Rungis. Alors, ma directrice départementale était aux anges, le sous-préfet du coin était aux anges. Ah, le sous-préfet aussi. Absolument, il venait de se ramasser une série de conflits, je te dis pas, il était content d'avoir l'inspecteur. Et un jeune qui puisse... Oh là, ils étaient tous aux anges là. Il n'y avait que moi qui n'étais pas trop aux anges, parce que là aussi je me suis retrouvé avec 2 sections. C'était un peu dur, quoi. Un peu dur. Là, peut-être que l'on serait, te dire un jour, est-ce que ça a été cette période-là? Oui, mais je pense que c'est plus intéressant que toi de le raconter. Lui, il le prend d'une façon plus... Je comprends. Oui, mais il était déjà à l'époque, comme il était engagé syndicalement, je sais qu'à l'époque, il s'est vu qu'entre autres, qu'il y avait des discussions avec la hiérarchie. C'est un site qui est resté 2 ans, quasiment, oui, j'ai quasiment fait 2 ans, avec un seul inspecteur pour 2 sections. Et pas n'importe laquelle, celle de Rungis, c'était l'horreur, quoi. Enfin, c'était le truc. C'était à l'époque... C'est combien de salariés à l'époque? 46 000 à peu près. Ouais, ouais. C'était quelques années plus tard, c'était en 2000. J'ai participé à une réunion au ministère, au groupe de travail Chaz sur les sections d'inspection du terrain. Et on avait mesuré à peu près partout en France l'étendue des effectifs des sections. Et la mienne était classée la 6e en France. Au-dessus de ça, il y avait une section des Tendberg, je crois, sur Marseille par là-bas. Enfin, c'était la 6e, tu vois, en France. Et il y avait, de ma mémoire, 180 boîtes de plus de 50. 181. Et donc tout ça, travaillait pour un tiers, on va dire, parce que le marché c'est seulement un tiers du reste. Il y avait tout le reste. Pour un tiers, donc le marché travaille la nuit. Et il y a beaucoup de choses, si tu ne vas pas la nuit, tu ne les vois pas. Donc tu vois, 2 ans là-dedans. Ça s'est terminé par, on va prononcer les grands mots, mais allez, par une sorte de grève des intérims, on va dire. Voilà, ça a fini par s'arrêter. On s'est frité avec la hiérarchie. Voilà, bref. Ah oui, c'était la même que celle du départ? Non. Vous avez changé? Non, ça a changé. C'était le département du Val-de-Marne, j'avais changé. J'avais changé. Ça s'est terminé, bon. Et ça s'est terminé grosso modo dans le bureau du DR de l'époque. À 3-4 inspecteurs qu'on était dans le département, qui nous disaient, bah, écoutez, votre directrice départementale, ça y est, elle est plus là, parce qu'elle n'était pas à leur tour, manifestement. Au mois de juillet prochain, dans 4 mois, on était en février, dans 4 mois, je prends 2 personnes de l'INT, je vous les mets chez vous, et votre nouvelle directrice départementale est à côté, quasiment déjà nommée, donc voilà, on reprend les choses un peu normalement. Il y avait encore ce genre possible de discussion? Oui. Avec le hiérarchique. Oui. Tu imagines ces discussions aujourd'hui? Oui. Ces discussions là, et je me souviens, c'est clos par, je n'arrive pas à trouver son nom, mon Dieu. Il me dit, et toi, maintenant, je vais t'arranger, il dit, toi maintenant, tu me prends les 14 dossiers qui restent de protéger, tu mérites de ça. Pas en décollant, mais parce qu'on avait dit, pendant quelques temps, on avait dit... C'était Bieler? Non. Avant Tribault? Ouais. Tribault? Non. Ah bah écoute, celui encore d'avant? Ouais. À Lagrange. Oui, elle, j'ai tout ça. Je le retrouverai. Qui était FO. Je le retrouverai peut-être. Qui était le... Mais il était pas... Qui était le président du syndicat FO. Je sais pas. Ça, je peux pas te dire. Un roux? Hein? Un roux? Le roux? Il était roux? Non, pas dans ma mémoire. Pourtant, je le revois quasiment devant moi me dire maintenant, tu me prends les 14 dossiers qui restent, parce qu'on s'était dit que le principal de ce sur quoi on pouvait faire pression, c'était de se protéger. Parce que dès qu'on ne répondait pas là-dessus, tu avais tout de suite les employeurs, logiquement, et leurs syndicats, lui-même qui me... Madame la directrice, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'inspecteur. Donc on avait accumulé, quoi. On a utilisé cette arme longtemps, même bien après, et on a abandonné presque. Ah ouais, ça marchait plus. Ah bah oui, tout le monde raisonnait pour dire, mais non, c'est la seule chose qu'on doit faire. Enfin, non, c'était presque inversé, quoi. Non, se disait le contraire. Un salarié qui t'appelle un peu en difficulté, pour une bêtise, non, mais en difficulté, intérim ou pas intérim, je faisais. Pour ça, je faisais des horaires de fou, quoi. Enfin, pour moi, ça, j'aurais verbalisé. Enfin, mais
Je me disais, ça, je ne peux pas laisser un bonhomme qui est con, c'est un service public dans la merde et pas à faire. Tu vois. Mais par contre, l'employeur qui veut une autorisation pour licencier le gars, tant pis, hein, c'est pas ce qui casse le plus, hein, c'est pas. Il n'y a que son autorité qui est en cause aujourd'hui, parce que voilà, le type. Okay. Non, enfin, on utilisait, je ne sais pas si on avait raison ou tort, on utilisait ce qui nous paraissait le plus pertinent pour faire réagir. Pour bon, et évidemment, il y a de la pression, bien entendu. Mais comme on leur disait, tant que je faisais tout, ça allait. Le jour où on dit ça va plus. Et donc, c'est terminé comme ça. C'est terminé une discussion rue de Moussaïa. On était 4 inspecteurs, le DR, et l'adjointe au DR, qui allait devenir notre directrice départementale au Dîle-Lotard. Et c'était mieux, votre directrice, c'est trop, ok, voilà, elle sort, elle est plus là, voilà. Votre nouvelle directrice, elle arrive là, dès que je peux la libérer ici, là. Et vos postes, au mois de juillet, je vous remplis de postes de d'INT, etc. Et au mois de juillet, effectivement, oui, c'est inimaginable qu'il y ait des discussions directement comme ça aujourd'hui, enfin depuis 15 ans, 20 ans même. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Où tu as des explications de gravure en tête à tête avec ton DR qui est là pour t'engueuler, qui est à convoquer, mais jamais il y a une discussion. Oui, enfin, constructive, même si c'était cette suppression. Oui,